Bonjour et bienvenue dans le studio jour 21. Aujourd'hui pour cet épisode, nous allons parler d'un groupe qui a connu 30 ans de carrière et surtout 30 ans de succès. Même si en 2021, ils ont décidé de se séparer, ils vivront à tout jamais dans le cœur des fans. Ils ont créé des tubes et des tubes et des tubes et à part ça, encore des tubes. Je parle bien évidemment des Daft Punk. Toujours pas de voix aujourd'hui certes, mais c'est avec un véritable plaisir que je fais cette vidéo. À vrai dire, quand je me suis mis à travailler sur ce projet, je me suis dit qu'il fallait forcément que je parle des Daft Punk. Et par contre, il fallait juste que je fasse quelque chose. C'est de trouver des anecdotes que vous ne connaîtrez pas. Parce que pour le coup, les Daft Punk, avec leur anonymat, ça fait qu'aussi on ne connaît pas forcément grand chose sur leur création. Et les rares anecdotes qu'on connaît, c'est souvent les mêmes anecdotes qu'on entend en boucle. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous trouver des infos que vous n'avez jamais entendues. J'espère que vous ne les aurez jamais entendues. Et en tout cas, si vous avez d'autres infos, donnez-les-moi dans les commentaires. Déjà, spoiler alert, les Daft Punk sont composés de Thomas Bangalter et de Guy Manuel Domem-Christo, l'argenté et le doré. Et avant qu'ils s'appellent les Daft Punk, donc avant même qu'ils commencent réellement cette carrière, ils faisaient partie d'un autre groupe qui s'appelait Darlene avec Laurent Brankovitz, le guitariste actuel de Phoenix. Lorsqu'ils ont sorti leur son Cindy So Loud, un critique de presse britannique va qualifier ça de Daft Punky Trash. Et Guy Manuel Domem-Christo et Thomas Bangalter, ils vont s'en amuser et vont continuer dans la musique tous les deux en décidant de s'appeler Daft Punk. Je pense que ce critique était encore quelqu'un avec du pif. Le duo va enregistrer son premier album Homework dans la chambre de Thomas Bangalter. Guy Manuel allait le rejoindre et faisait des jeux avec des boîtes à rythme. Tout ça pour qu'au final, ça fasse un album juste splendide de 75 minutes. Et cet album aura coûté 0 € de production. Parce qu'à deux, sans ingénieur et dans la chambre de ton pote, forcément, t'as plus aucune dépense à faire. Puisque les Daft Punk sont des DJ et que la quasi-totalité de leur musique contiennent des samples, forcément cet album-là, il y en a à l'appel. Et là où parfois les Daft Punk vont sampler des musiques peu connues, sur celui-là, il va y avoir des chansons quand même très célèbres et des artistes eux aussi très célèbres. Je pense notamment à 4 chansons. La première, c'est la chanson Just the Way You Are de Billy Joel, qui va être utilisé pour la chanson High Fidelity des Daft Punk, ou encore Alive qui va sampler Electric Chair de Prince. Pour le coup, Alive reprend vraiment un extrait de seulement 1 seconde de la chanson de Prince qui va mettre en boucle. Ensuite, ils vont baisser dans les tonalités, le remettre en boucle et ils vont l'accélérer sur la fin. Et ça donne le résultat final et c'est ça qui est fou en fait, c'est genre d'un rien, toute la chanson énorme qui se cache derrière en fait. La musique Daft Punk va reprendre des loops de batterie au début de la chanson I'm Gonna Love You Just a Little More Baby de Barry White. Et enfin une dernière grosse musique qu'ils ont samplée sur cet album et c'est sûr que celle-là vous la connaissez, il s'agit de Don't Go Breaking My Heart de Elton John et Kiki D qui va être utilisée pour la chanson Phoenix. Étant donné que j'aime beaucoup les deux chansons, j'ai essayé de chercher quel instant avait été réutilisé dans Don't Go Breaking My Heart. J'ai réécouté plusieurs fois la musique et je trouvais toujours pas. Et en fait finalement j'ai trouvé une vidéo qui explique assez bien, donc regardez dans la description, normalement je vais mettre quelques petites vidéos qui essaieront d'expliquer comment les samples ont pu être faits. Toujours sur cet album, la musique Révolution 909 a été créée pour dénoncer les interventions policières, souvent violentes, lors des différentes rave parties organisées. Et d'ailleurs dans cette musique, ils vont réutiliser des samples qui seront déjà utilisés dans Daft Punk pour faire les effets de foule. Et aussi dans le morceau Around the World, le titre va être répété à 144 reprises. Maintenant on avance dans le temps et on se retrouve en 2001. Les Daft Punk n'ont pas sorti d'album en 8 ans, excepté Alive 1997 qui est du coup un album live. Aucun album studio n'a été fait. Mais celui-là, il valait le coup d'attendre parce que c'est tout simplement une pièce symphonique, un bijou, vraiment c'est le meilleur album des Daft Punk, voire un des meilleurs albums faits de tous les temps, et je pèse mes mots, il s'agit de l'album Discovery. Cet album, rien qu'à la pochette, on sait que c'est mythique, et quand on veut écouter pour la première fois l'album et le découvrir, on se rend compte qu'on n'a rien à découvrir parce que tous les morceaux sont des véritables tubes, on les connaît tous. Forcément, on les a déjà tous entendus au moins une fois, et juste là, si vous n'êtes pas convaincu par l'impact qu'a pu avoir cet album, juste un nom comme ça au hasard, One More Time. Et j'avais mentionné une des premières vidéos de YouTube qui est un gros classique, d'ailleurs elle est en description si j'ai réussi à la retrouver. C'est un mec qui va hypnotiser le temps de la musique, Harder, Better, Faster, Stronger. Il a écrit sur ses doigts les paroles de la musique et avec une synchronicité dingue, il va bouger les doigts pour que les paroles collent avec le moment de la musique, mais vraiment c'est fou à quel point il a taffé son truc. Pour créer cet album, Guy-Man et Thomas vont avoir un procédé simple qu'ils ont expliqué eux-mêmes. Contrairement à l'album Homework qui dit à la génération rock, regardez c'est aussi bien la musique électronique. Là cet album là il va dire aux enfants de l'électronique,
Et regardez, c'est génial aussi de pouvoir faire plein de musique avec des styles totalement différents. Et on voit que les inspirations, elles sont multiples. Dans cet album, c'est simple, il y a de tout. Il y a un côté plus orchestral, il y a un côté plus rock, il y a un côté plus disco. Il y a vraiment de tout. Et ça, en fait, les Daft Punk l'ont fait pour une raison assez simple, c'est qu'ils voulaient faire en sorte que l'enfance soit reflétée au travers de cet album, comme s'il s'agissait d'une fiction avec plein de personnages. Ils se sont dit que cet album pouvait regrouper beaucoup de genres, car pendant l'enfance, il n'y a ni jugement ni analyse musicale, juste du kiff. Et si j'ai parlé des personnages de fiction, c'est qu'il y a une bonne raison. Si cet album a mis autant de temps à sortir, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils ont mis 3 ans à travailler dessus, parce que 2 années plus tard, en 2003, un film allait pouvoir sortir. Il s'agit de Interstellar 5555, et grosso modo, cet album, c'est la bande son du film, et ce film, c'est les clips de cet album. La musique de cet album va suivre toute la trame narrative du film, ou inversement même on pourrait dire, et le résultat est totalement génial. D'ailleurs, le film repasse en ce moment au cinéma, je ne sais plus trop quand il va ressortir, mais franchement, ça vaut le coup d'aller le voir. Et c'est d'ailleurs assez fou de se dire que les Daft Punk ont mis autant de temps à la création de cet album, alors que quand on compare l'album suivant qui sortira le 14 mars 2005, il s'agit de Human After All, quant à lui, il va mettre 2 à 6 semaines pour être créé. Et Human After All a mis aussi peu de temps à être créé, c'est pour une bonne raison. Les Daft Punk venaient de redécouvrir le livre 1984 par George Orwell et ça leur a donné un maximum d'inspi. Et comme quoi le temps n'impacte pas du tout la qualité de l'œuvre parce que Human After All est tout aussi bon que les autres albums. En 2010, le film Disney Tron, l'héritage va sortir et les Daft Punk ont fait un travail tout simplement considérable sur la BO. Et maintenant on se retrouve le 19 avril 2013 pour une musique qui est bien plus qu'un tube. Il s'agit de Get Lucky, en featuring avec Pharrell Williams et Nile Rodgers. Ce morceau-là, c'est simple, tout le monde le connaît. Vraiment, il passait partout, tout le temps en 2013, tellement que, pour l'anecdote personnelle, à l'école, donc dans vraiment le système scolaire, les profs avaient fait une chorégraphie sur cette chanson avec des casques de moto sur la tête pour le pot de départ d'une autre prof. C'était vraiment, on l'entendait partout, tout le temps. Cette anecdote-là, c'est un truc lunaire quoi qui s'est passé. Cette collaboration est évoquée dès 2001 lorsque les Daft Punk vont rencontrer Nile Rodgers pendant la promotion de leur album Discovery. Nile Rodgers, vous le connaissez peut-être pas, pourtant c'est un guitariste et bassiste de génie qui a influencé la funk et la disco dans l'industrie musicale, mais vraiment d'une manière conséquente. C'est le fondateur du groupe Chic, que vous connaissez forcément pour les tubes qu'ils ont pu créer tous ensemble. Et ce mec-là, c'est la classe absolue et la coolitude absolue aussi. Et ouais, j'ai dit coolitude, ouais. Les Daft Punk étant réellement fans du travail de Nile Rodgers, ils ont vraiment envie de faire cette collaboration. Et du coup, ils se disent, le moment où on trouve un truc, on va le faire ensemble, ça va être génial. Le temps va passer et lors d'une soirée organisée par Madonna, tout le monde va s'y retrouver et il y aura entre autres Pharrell Williams. Quand Pharrell Williams apprend qu'il y a une envie de faire une collaboration, il a envie un peu de s'y incruster. Et tout le monde accepte bien entendu, sinon le tube serait sans lui. Selon certaines sources, le processus créatif a commencé vers 2011 et ils se sont mis en studio pour pouvoir travailler sur ce banger. Pour l'anecdote comme ça, Nile Rodgers a utilisé 3 différentes pour cette musique parce qu'il savait juste pas laquelle choisir. L'idée des suites d'accords va naître d'une inspiration des Daft Punk, parce que sinon ça serait pas les Daft Punk s'il n'y avait pas de sample et d'inspiration. Et cette chanson-là, c'est une musique d'un film français que vous connaissez bien. Il s'agit du thème de Prescovie, paru dans le film Le Père Noël est une ordure et sorti en 1982. Et composé par Vladimir Cosma. Ce cher Vladimir qui s'est lui aussi inspiré de Fade to Grey du groupe Visage sorti en 1980. Le morceau va faire des ravages dès les premières 24 heures après sa sortie, voire même dès que Nile Rodgers a annoncé le morceau sur le plateau de Saturday Night Live. C'est totalement énorme et l'album lui aussi va faire des ravages lors de sa sortie le 17 mai 2013. Et d'ailleurs, 2 infos sur cet album. La première, c'est que pour la chanson Giorgio Moroder, il va utiliser plein de micros qui sont sortis entre les années 60 et les années 2000, ce qui va donner plusieurs sons différents. La deuxième info concerne le master ou le mixage final de cet album. En fait, il va être transporté en format physique. Il n'y avait pas de format numérique qui va être envoyé à ce moment-là. Ils vont vraiment tout faire en format physique pour des raisons de confidentialité. Et du coup, un homme, Peter Franco, va devoir aller de Los Angeles à Portland dans le Maryland pour pouvoir transporter les bobines et les mixer. Il a dit il avait tellement peur que dans sa voiture, sa voiture soit volée ou quoi que ce soit, qu'il perde les bobines et que tout simplement les musiques soient tout simplement perdues. Et d'ailleurs, une dernière info que je savais pas où caler, David Bowie avait demandé aux Daft Punk de remixer une de ses musiques et ils ont tout simplement refusé. Et des mecs qui refusaient des trucs à Bowie, c'est rare, et Bowie qui demande à des mecs de retoucher à ses musiques, c'est aussi rare. Donc franchement, c'est assez fou. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 21e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus sur les Daft Punk et que vous connaissiez pas déjà toutes les anecdotes.
En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir de parler de ce groupe parce que je suis vraiment fan de leur travail. Je trouve que c'est les artistes qui représentent le plus la French Touch à travers le monde et je suis un inconditionnel de tout ce qu'ils ont pu faire. Si je dois vous quitter avec quelques recommandations, je vous quitterai tout d'abord avec le film Electroma de Daft Punk. Si vous ne l'avez pas vu jusqu'à maintenant, il est très sous-coté, c'est assez expérimental, mais je le trouve super bien réalisé. Et la scène de épilogue, quand ils ont annoncé leur séparation, c'est tiré d'une scène de ce film et c'est juste génial, la bande-son est top. Et c'est pas eux qui ont composé la bande-son, hein, vraiment c'est d'autres musiques, mais je trouve que dans l'ensemble, il est vraiment génial ce film. Si je devais vous quitter avec quelques albums aussi que j'aime beaucoup, je dirais Alive 2007. Très très bon album live. Tous les albums de Daft Punk de toute façon se font d'une traite et cet album là en particulier aussi. Discovery, mon album préféré, je pense vraiment, je suis inconditionnel de ce qu'ils ont pu faire là-dessus. Tout, c'est une continuité, tout est génial. Et je dirais aussi l'édition drumless de Random Access Memories parce qu'il y a des musiques géniales comme Within. Within a un impact, une puissance que j'adore énormément. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.